Bonjour et bienvenue au Château d'Illon, exploitation de l'EPL Bordeaux-Gironde. Donc nous vous accueillons aujourd'hui sur un temps d'échange autour du thème du bien vivre ensemble. Ce temps d'échange est le 4e pour cette année 2002 et le dernier, dans le cadre du Salon de l'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. C'est un temps de dialogue entre l'agriculture et la société, dans le cadre de l'opération Chaussez vos bottes, qui a lieu du 14 au 24 mai, et qui montre toutes les initiatives de communication entre les lycées agricoles et la société. Aujourd'hui, à Blanquefort, on a retenu le thème du bien vivre ensemble. Et je laisse la parole à Madame Corinne Relais, la directrice d'établissement, pour le mot d'accueil. Bonjour à tous, bienvenue au lycée agricole. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter l'établissement. Bordeaux-Gironde est un établissement parmi les tout premiers au niveau de l'enseignement agricole public en France. De par sa diversité des formations et des filières, de par ses effectifs, de par son maillage territorial, puisque nous sommes dans le premier département de France. Il est composé de 4 lycées, le lycée agroviticole de Blanquefort, le lycée viticole de Montagne-Saint-Émilion, le lycée viticole de la Tour-Blanche et le petit dernier que nous avons intégré en 2020, le lycée horticole et du paysage Camille Godard. L'EPL, c'est aussi un centre de formation d'apprentis, un centre de formation pour adultes et 3 exploitations viticoles, Château d'Illon, Château La Tour-Blanche dans le Sauternais et Château Grand Baril Réal Caillou dans le Saint-Émilionnais. Ces exploitations, bien évidemment, ont leur logique de production, mais sont avant tout des supports pédagogiques. C'est là aussi notre ADN dans l'enseignement agricole que de pouvoir nous appuyer dans l'enseignement sur des moments d'observation ou des moments de pratique pour l'ensemble des jeunes qui viennent se former chez nous. En termes d'effectifs, c'est aussi le premier lycée de France, je le disais, avec 1 millier de jeunes dans les 4 lycées, 650 apprentis, plus de 2000 stagiaires. Et nous avons de multiples filières, bien sûr la viticulture-onologie historiquement, le commerce des vins, mais aussi la filière horticulture, paysage, maraîchage, les filières de santé animale, d'agronomie, de zootechnie. Et puis également, sur nos sites de formation, d'apprentissage, nous avons des filières sur le service aux personnes, sur l'ostréiculture et d'autres secteurs un petit peu plus confidentiels, on va dire, sur le secteur notamment du service aux personnes. Nous avons aussi d'autres missions, bien sûr, des missions en lien avec nos partenaires des territoires, animation des territoires, des missions en lien avec nos exploitations, des expérimentations et du développement. Et je voudrais souligner particulièrement le partenariat au sein du Vinopole qui nous associe étroitement à la Chambre d'agriculture, à l'Institut français de la vigne et du vin, à l'interprofession des vins de Bordeaux, pour participer de la façon la plus associée possible et la plus cohérente possible à la recherche appliquée et aux priorités de cette recherche appliquée pour la filière dans la région. Depuis maintenant plus de 10 ans, nos exploitations sont engagées dans des démarches environnementales, en particulier dans le système de management environnemental SME des vins de Bordeaux, mais également dans la certification HVE niveau 3, haute valeur environnementale, qui concerne nos 3 exploitations. Et plus récemment, le Château La Tour-Blanche s'est engagé dans la conversion à l'agriculture biologique. Nous avons également travaillé l'année dernière à la demande du ministère de l'Agriculture et aussi de la région sur un projet ambitieux d'enseigner à produire autrement pour traduire les volontés et les axes de transition agroécologique à la fois dans nos enseignements, dans nos modules de formation à l'initiative de l'établissement, mais aussi dans les pratiques de nos exploitations. C'est un projet qui se décline sur plusieurs axes. Pour en citer quelques-uns, la préservation de la biodiversité, l'adaptation au changement climatique et aussi la notion d'être un laboratoire d'expérience ou d'initiative, parce que là aussi, ça fait partie de nos pratiques que de travailler sur des projets innovants avec de multiples partenariats.
Alors, bien sûr, dans ce cadre de travail, nous avons à cœur de participer à des sujets qui sont des sujets majeurs, des sujets à enjeux forts. Et la question du bien vivre ensemble, au travers notamment de l'utilisation des produits phytosanitaires, nous est apparue à privilégier. Bien évidemment, je le disais, sur nos exploitations, nous nous efforçons d'être dans cette logique-là. Nous avons, à ce titre-là, entretenu des relations particulières de proximité avec les riverains, tout particulièrement au château d'Illon, qui se trouve en milieu périurbain ou quasiment urbain. Et nous avons aussi appliqué la charte riverain de la Chambre d'agriculture qui a été signée cette semaine. L'établissement a été signataire. Et l'application Bien vivre ensemble qui permet de pouvoir établir un dialogue et apporter des informations aux gens qui sont autour de nous. Il est évident qu'une acceptation de ce qu'est aujourd'hui l'agriculture passe par un dialogue entre la société, les représentants de la société, les riverains, tout en associant aussi le plus largement possible les salariés, qui sont aussi partie prenante, parce que la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est un enjeu environnemental, mais c'est aussi un enjeu de santé humaine. Donc cette notion de bien vivre ensemble, nous avons choisi de l'illustrer par plusieurs interventions, plusieurs témoignages. Et donc, je vous laisse découvrir aujourd'hui cette thématique. Oui, cette thématique, elle s'est imposée à nous déjà par notre situation géographique. Donc aujourd'hui, Château d'Illon, effectivement, on est en pleine zone périurbaine. Donc comme vous pouvez le voir, la ville de Bordeaux, l'agglomération de Bordeaux s'est étalée au fur et à mesure des années pour aujourd'hui être largement proche de certaines exploitations, dont Château d'Illon. Et donc on voit voilà, sur cette carte le fait que sur cette zone de Bordeaux, on garde une forte activité agricole. C'est la zone de maraîchage et de viticulture de l'agglomération. Et donc cette question du bien vivre ensemble, elle est centrale, elle est extrêmement importante. On a décidé de la décliner autour de différents grands thèmes. Premier thème, c'est la limitation de l'impact des produits phytosanitaires. Ensuite, on s'attardera sur les alternatives aux énergies fossiles et ensuite on conclura par un bilan, savoir si effectivement le fait qu'il y ait des activités agricoles en zone urbaine, est-ce que ça ne serait pas aussi une série d'opportunités. Donc je laisse la parole à Alex Davy de l'Institut français de la vigne et du vin qui va aborder le premier thème, à savoir comment limiter l'impact des produits phytosanitaires, notamment au travers de la gestion de la dérive. Merci Émilie. Donc effectivement, Alex Davy, je travaille dans le cadre du Vinopole à l'Institut français de la vigne et du vin. Je suis en charge d'expérimentation sur la protection du vignoble. Donc aujourd'hui, on va parler de la limitation de la dérive, des moyens qui sont à notre disposition pour la réduire et améliorer ce bien vivre ensemble. Mais en préambule, la dérive la plus simple à traiter étant celle qu'on ne produit pas, je voulais faire le focus sur quelques-uns des projets qui sont développés à l'IFV, pour essayer, non pas de réduire la dérive, mais essayer de réduire le nombre de traitements ou réduire les doses ou les quantités de produits phyto utilisés. Donc historiquement, on travaille sur des modèles de prévision épidémique qui permettent d'anticiper le développement des maladies. Donc la profession viticole a accès à ces modèles via l'outil OADEX. Pour aller plus loin, on a développé un outil d'aide à la décision pour proposer automatiquement des stratégies de traitement optimisées pour les producteurs, c'est-à-dire qui va leur indiquer les périodes de protection et les doses à appliquer. Donc ça, c'est l'outil des Citret. On travaille également sur l'intégration de solutions de biocontrôle dans les stratégies de traitement classiques. Et enfin, un dernier projet qui vise à améliorer les connaissances sur l'épidémiologie du mildiou. L'idée, c'est de développer un réseau de capteurs de spores pour suivre la sporée des différents champignons. C'est un projet qui est développé à l'UMT7 avec l'INRAE. Donc, une fois qu'on a identifié les périodes de protection, on est bien obligé de traiter, puisque sans traitement, il n'y a pas de production de raisin. Et c'est là où on peut se poser la question sur quel levier on peut jouer pour réduire la dérive. Donc, le premier grand levier, c'est le type de matériel. Quel matériel est-ce qu'on utilise pour traiter? Et le deuxième levier, c'est le transport des gouttelettes au-delà de la parcelle, parce que les gouttelettes deviennent de la dérive quand on quitte la parcelle. Tant qu'elles sont sur la parcelle, ce n'est pas de la dérive. Donc, sur le premier levier,
la question, c'est quelle technologie de pulvérisation on utilise. Il faut savoir qu'en viticulture, on a 3 grandes technologies de pulvérisation, le jet projeté, le jet porté, le pneumatique. Et si on a un jet projeté ou porté, donc on utilise des buses, et donc on peut choisir la taille des gouttes qui sont générées, et donc limiter la dérive. Si on a une technologie pneumatique, on n'a pas ce choix-là, et on est obligé d'utiliser des vitesses d'air importantes, même lors des premiers traitements, et de générer des gouttes fines. Voilà. Deuxième question à se poser, c'est quel matériel est-ce qu'on va utiliser, sachant qu'il y a des matériels qui sont plus ou moins éloignés de la végétation. Voilà, donc une image. Si on utilise des matériels avec des diffuseurs qui sont dans l'interrang, à proximité de la végétation, on va considérablement limiter le risque de dérive au-delà de la parcelle traitée. Autre solution qui est assez simple à mettre en œuvre, si on n'est pas en pneumatique, c'est de réduire la ventilation sur les rangs de bordure. Voilà, quand on passe à proximité de riverains, on peut réduire la ventilation, voire éventuellement la couper pour limiter la dérive. Enfin, une solution qui est extrêmement efficace, c'est l'utilisation de buses anti-dérive. Encore une fois, ce n'est possible quand j'ai projeté ou j'ai porté. Ce sont des buses qui vont produire des gouttelettes qui ont un diamètre à peu près 3 fois plus gros que les gouttes classiques et qui vont largement moins bien dériver que les gouttelettes produites par des buses classiques. On peut regarder la vidéo. La réglementation encadrant l'application des traitements phytosanitaires s'est largement étoffée ces dernières années, avec notamment 2 arrêtés. Ces 2 arrêtés prévoient la possibilité pour l'utilisateur de réduire la distance de non-traitement. Dans le cas des LNT aquatiques, on peut réduire de 50 à 5 mètres ou de 20 à 5 mètres la distance de non-traitement si on dispose d'une part d'un dispositif végétalisé et d'autre part on utilise un matériel inscrit au bulletin officiel et étant reconnu comme permettant de limiter la dérive. Concernant les LNT riverains, on peut réduire les LNT de 10 mètres à 5 mètres ou à 3 mètres en fonction du type de matériel utilisé. Mais là aussi, il faut que ce matériel soit inscrit au bulletin officiel. Dans les 2 cas, la réduction des LNT passe par l'utilisation de matériel inscrit sur ce fameux bulletin officiel qui est téléchargeable sur Internet. Et si on regarde de plus près quels sont les matériels qui sont inscrits sur ce bulletin, on s'aperçoit que dans l'immense majorité des cas, il s'agit de matériel jet porté utilisant des buses à injection d'air. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur les avantages et les inconvénients de ces types de buses. Et puis après, on fera le point sur les conditions optimales de leur utilisation. Du côté des avantages, tout est dit dans le nom, puisque ce sont des buses anti-dérive et elles sont très efficaces pour limiter la dérive. Il y a un petit trou sur le côté qui permet de faire une induction d'air, donc de l'air qui est mélangé à la bouillie, et de produire des gouttelettes beaucoup plus grosses que des gouttelettes qui seraient produites par des buses classiques. Avec ce type de buse, on n'a pas l'effet brouillard qu'on peut observer avec des buses classiques, et donc bien sûr ça contribue à limiter la dérive. Alors, on voit ici un matériel travaillé avec de l'eau. Il est équipé de buses classiques qui font des fines gouttes, des buses ATR blanches. Et on constate sans surprise qu'il y a un nuage de gouttelettes qui entoure le pulvérisateur. On a ici le même matériel qui travaille avec des buses à injection d'air, en l'occurrence des buses IDK. Et on constate visuellement une absence de brouillard autour du pulvérisateur. Et donc une limitation de la dérive au-delà de la parcelle traitée. Pour conclure, la réduction des zones non traitées et plus largement l'amélioration de l'image de la filière auprès du grand public passe par l'utilisation de ces buses anti-dérive. Elles sont indéniablement plus techniques et plus contraignantes à utiliser, mais elles n'en demeurent pas moins efficaces si tant est qu'on les utilise dans de bonnes conditions. La dernière solution technique pour limiter la dérive grâce au matériel, c'est l'utilisation de panneaux récupérateurs. Donc, ce sont des matériels qui vont confiner la pulvérisation et récupérer les gouttelettes qui seraient perdues en absence de panneaux via une pompe qui renvoie le liquide en cuve. Pour les vignes larges, donc il y a pléthore de solutions. À peu près chaque constructeur a un panneau dans sa gamme. Et c'est une technologie qui s'est largement développée en Nouvelle-Aquitaine, dans le vignoble charentais. En revanche, sur les vignes étroites, c'est quand même plus compliqué de par l'encombrement de ces panneaux et on a un développement qui est quand même plus limité de ces matériels. En termes de récupération, ce sont des matériels qui sont très performants pour limiter la quantité de produits phyto consommés. On peut tabler sur une économie de 30% sur une campagne complète.
Ils sont également performants pour limiter la dérive. Donc on avait comparé un matériel équipé de panneaux récupérateurs à 3 autres matériels qu'on retrouve couramment sur le parc. En l'occurrence, on avait matériel aéro, des matériels type pneumatique à voûte ou à pendillard, et donc les panneaux récupérateurs. Et on a mesuré la dérive à différentes distances, 5, 25 et 50 mètres, et on s'aperçoit que ces panneaux-là sont extrêmement performants en termes de réduction de la dérive. Alors, le deuxième moyen pour limiter la dérive, c'est de jouer sur le transport des gouttelettes au-delà de la parcelle. Donc, première solution, c'est essayer de traiter quand il n'y a pas de vent, donc c'est plutôt traiter les zones sensibles tôt le matin. Bon, ça ne marche pas toujours, des fois il y a du vent, mais généralement, ce sont les meilleures conditions. L'autre solution, c'est d'avoir recours à des dispositifs qui vont intercepter les gouttelettes, ce qu'on appelle des dispositifs brise-vent, de type par exemple haies naturelles. Donc il y a un certain nombre de haies qui ont été plantées entre les parcelles de vignes et les habitations. Et outre l'effet bénéfique de la biodiversité, il y a cet effet donc, de capture des embruns. Donc, il y a des expérimentations qui étaient réalisées avec différents partenaires en Bourgogne pour évaluer l'effet antidérive de ces haies. Donc, on avait ciblé une parcelle de vigne à proximité d'une habitation. Il y avait une modalité témoin, 2 modalités avec des haies différentes, une haie moyennement développée puis une haie un petit peu plus développée. On avait enfin une haie très haute, très large, une haie de laurier qui était très dense avec 2 mètres de haut. Et pour finir, un filet de protection qui avait été installé pour l'occasion. Et donc on a pulvérisé un traceur fluorescent sur notre parcelle de vigne. On mesure les dépôts de gouttelettes derrière les obstacles qui étaient positionnés. Et on s'aperçoit que tous les obstacles, que ce soit des haies, des filets, avaient un effet important par rapport aux témoins non traités, aux témoins sans dispositif brise-vent. Donc c'est un effet tout à fait intéressant. Donc on ne réduit pas totalement la dérive, mais ça permet de la limiter considérablement. L'autre possibilité, c'est d'avoir recours donc à uniquement des dispositifs artificiels. Donc, pour compléter cette étude, il y a d'autres études qui ont été réalisées sur des filets brise-vent. Donc ça, c'est un dispositif qui a été installé autour d'une cour d'école qui est bordée par des rangs de vignes. Et on voulait évaluer l'efficacité de ce dispositif pour limiter la dérive. Donc, on avait testé 3 types de filets. Le dispositif expérimental était le suivant, une parcelle de vigne sur laquelle on pulvérisait un fluorophore, des filets installés et des collecteurs derrière qui permettaient de récupérer les embruns. Voilà une photo du dispositif avec des filets qui montaient à 3 mètres de haut. Et on s'aperçoit que dans tous les cas, quel que soit le type de filet, cela permettait de réduire la dérive d'un facteur 2 à 3. Donc c'est quand même intéressant. Ça ne permet pas d'enlever toute la dérive, mais ça permet quand même de la réduire considérablement. Pour illustrer cet effet positif des haies, on a pensé à vous présenter un film qui a été fait à l'occasion d'un projet mené par une classe de baccalauréat STAV, donc Sciences et Techniques de l'Agronomie et du Vivant, et qui est sur la mise en place d'une haie sur le Château d'Illon. On est sur la finalisation d'un projet d'agroforesterie avec une classe de terminale STAV aménagement. C'est des élèves qui bossent depuis 2 ans sur la mise en place de 2 haies. La fonction, c'était biodiversité et protection. Donc on plante en quinconce pour avoir toujours une barrière végétale entre la vigne et les habitations. Notre association travaille en partenariat avec le Château d'Illon pour la plantation de haies champêtres. Donc ces haies champêtres, elles ont une vocation à embellir le château et en même temps à recréer des corridors écologiques sur le vignoble. On a beaucoup travaillé sur le choix variétal en fait. Les élèves, ils ont passé 2 ans à choisir leurs végétaux. Sur ce chantier, on va retrouver différentes essences qui ont été sélectionnées par l'association et par les élèves. Donc on a travaillé ensemble sur ce projet. Donc il y a des essences qui sont à la fois champêtres, donc qui sont présentes localement dans la région, donc qui vont très bien s'adapter au climat de la région, et des essences un peu plus ornementales qui seront aussi là donc sur la seconde haie pour embellir le château, donner un côté plus vert au château. Donc on a choisi des végétaux qui étaient nectarifères, qui attiraient les insectes, les pollinisateurs. On a travaillé sur des végétaux avec des baies, avec des épines, beaucoup de diversité. Avec un étalement de la floraison, un étalement des fruits aussi sur toute l'année pour être toujours intéressant pour les oiseaux, les animaux, etc.
etc., etc. Pédagogiquement, l'objectif, c'est de leur faire acquérir des compétences sans qu'ils s'en rendent compte et d'une manière différente d'un face-à-face classique prof-élève. Un projet qui est intéressant parce que c'est bien en rapport avec notre formation et puis ça nous permet d'appliquer un peu ce qu'on travaille toute l'année, d'aboutir à un projet, quoi. Ils acquièrent des compétences variées, très variées, savoir faire une fiche de synthèse, savoir dessiner des plans, etc. sans que ça soit simplement un apport vertical du prof vers l'élève. Pour conclure cet exposé sur la dérive, on a vu qu'il existe un panel de solutions, plus ou moins simples à mettre en œuvre, pour limiter la dérive, et principalement si on est équipé de matériel AG porté. Alors, je pense qu'au niveau de l'exploitation, il faut cibler les zones sensibles, choisir la stratégie qui correspond le mieux à l'exploitation. Ça peut être sur le matériel, l'installation d'une haie, l'installation d'un filet brise-vent, et concentrer les efforts sur ces zones sensibles. Alors, je voulais revenir sur les panneaux récupérateurs qui, associés aux bus antidérive, ils sont extrêmement performants, à la fois pour diminuer la dérive et également pour diminuer la quantité de produits phytosanitaires utilisés. Toutefois, ils sont quand même relativement contraignants à utiliser sur les vignobles étroits, et c'est là où peut se poser la question éventuellement d'une mise en commun de matériel via par exemple des CUMA ou de la prestation de services. Mais justement, pour illustrer ce dernier propos sur les panneaux récupérateurs, on accueille Virginie Mailleux, la directrice du Château d'Illon, qui va nous expliquer comment ça a été concrètement mis en place sur l'exploitation et les conséquences sur le travail. Bonjour, Virginie Mailleux, directrice du Château d'Illon. Donc là, je vous présente en fait la problématique d'un vignoble rurbain. C'est pas urbain, c'est rurbain, c'est-à-dire quand vous regardez un petit peu la photo, qui sont en fait les planches du SIG du CIVB, du Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux, de notre atlas, vous voyez que toutes nos parcelles sont entourées de maisons. La deuxième partie, dans une autre zone de Blanquefort, c'est la même chose. Juste en bas, vous avez aussi un parc. Donc il se trouve qu'en fait, pour pouvoir éviter la problématique de pollution et répondre à des demandes liées aux produits phytosanitaires vis-à-vis de nos voisins, nous avons choisi de zoner sur la propriété Château d'Illon toutes les zones sensibles. Comme le disait Monsieur Davy, nous avons choisi de prendre le panneau récupérateur que dans les zones où nous avons des maisons à proximité. Ce qui fait qu'en gros, il y a à peu près la moitié de la propriété, 20 hectares sur 40, qui sont traités avec un panneau récupérateur. L'autre moitié est traitée avec un panneau face par face avec des bus antidérive. Pourquoi on a choisi moitié-moitié et pourquoi on n'a pas pris 2 panneaux récupérateurs? Pour des raisons financières et pour des raisons mathématiques. D'un côté, on a un panneau récupérateur à 3 panneaux, 3 rangs. Et de l'autre côté, on a une pulvérisation à 6 rangs. Donc, mathématiquement, on fait le double. Donc, quand on veut traiter vite et quand on veut diminuer l'utilisation des produits phyto ou les rendre plus propres en utilisant des produits bio, il faut avoir une force de frappe très rapide. Donc, il faut pouvoir traiter pratiquement en une journée. D'où le fait de sortir les 2 pulvés en même temps. L'un à côté des zones sensibles, à côté des riverains, qui sera le panneau récupérateur, et l'autre, les 6 rangs face par face, qui sera dans les zones où il n'y a pas de maison. Donc là, vous pouvez voir une machine avec face par face, avec bus antidérive, mais sans panneau récupérateur. Donc là, c'est une 4 rangs. Et donc, vous pouvez voir derrière, même si c'est très ciblé sur la plante, vous allez voir légèrement derrière une sorte de nuage. C'est ça qui va faire la différence entre un face par face bus antidérive et panneau récupérateur sur le film qu'on verra tout à l'heure. Donc, on voit un petit nuage, et ce petit nuage, malheureusement, on n'a pas moyen de récupérer le produit qui va être projeté sur la vigne. On peut gérer l'ouverture des bus en choisissant, selon la végétation, d'ouvrir les premières bûches du bas, puis les suivantes quand il y a beaucoup de végétation. Mais le produit qui est tombé ou qui passe à travers la vigne est perdu, soit dans le sol, soit sur la vigne.
Alors, par contre, comme vous pouvez le constater, c'est un peu plus facile à utiliser. Il y a 4 rangs. Déjà, mathématiquement, ça va plus vite. Et c'est plus facile à manier parce que vous allez voir sur l'autre film, les panneaux entraînent un déséquilibre qui fait que tous les tractoristes ne sont pas en capacité de l'utiliser non plus. Et en termes de nettoyage également, il y a beaucoup plus d'eau utilisée sur un panneau récupérateur que sur ce genre d'appareil. Donc en économie d'eau, on en a davantage sur les face par face. Là, vous avez le tracteur avec le porteur avec panneau récupérateur. Comme vous l'expliquez, Monsieur Davy, donc nous, on est en vigne étroite, ce qui entraîne plus de complexité et forcément un porteur, alors que sur les vignes larges, on peut avoir parfois des traînées, c'est-à-dire comme une remorque. Là, vous avez les panneaux récupérateurs et comme vous voulez le constater, il n'y a que 3 rangs et en plus, l'empattement est beaucoup plus important. Donc, on n'a pas du tout de dérive. Vous voyez que tout est récupéré à l'intérieur par les cils, les gros cils que vous voyez, et c'est récupéré dans des goulottes et remonté. Donc on a vu effectivement qu'il existe aujourd'hui différents systèmes qui permettent de limiter la dérive des produits phytosanitaires, mais comme on l'a évoqué au démarrage, plutôt que d'éviter la dérive, on peut même aller jusqu'à limiter l'utilisation de ces produits phytosanitaires. Et pour illustrer ça, on va voir un système qui a été mis en place et qui est testé aujourd'hui sur le château d'Illon, qui s'appelle VitiTunnel, et qui va permettre, par la protection de la vigne, de limiter le nombre des traitements, voire de supprimer les traitements. Bonjour, je m'appelle Christophe Marange, je représente la société Model et je suis en charge du projet VitiTunnel. Donc, le système VitiTunnel, c'est un dispositif monorang et automatique qui vient protéger les vignes contre la pluie. Ça fonctionne aussi pour les aléas climatiques extrêmes tels que le gel et la grêle. Donc, pour vous expliquer le fonctionnement du dispositif VitiTunnel, un film, ça parle beaucoup plus. Donc vous voyez, on est sur des sites d'expérimentation de 3 rangs. Là, nous avons le VitiTunnel qui est en position repliée, donc très peu impactant au niveau de la surface. On est en position, cette fois-ci, dépliée pendant les pluies, et là, de la même manière, repliée une fois que la pluie est passée. Donc le système est asservi par une sonde de pluie que nous allons voir. Voilà. Donc, dès la première goutte, on a ouverture du dispositif qui vient protéger les vignes et l'isoler de la pluie. Une fois que le dispositif s'est complètement déplié, la pluie n'interagit pas du tout au niveau du champignon et donc évite l'apparition de maladies. Une fois que la pluie est terminée, donc là on voit les côtés du VitiTunnel qui isolent complètement la vigne. Et une fois que la pluie se termine, eh ben, le système se replie et se remet en attente, pour la prochaine pluie. Donc nous utilisons le système, il est en expérimentation depuis 3 ans sur 10 sites. Il s'est comparé avec des rangs adjacents au dispositif et qui sont conduits suivant les méthodes de la propriété. Et aujourd'hui, après ces 3 ans, nous sommes capables de dire que ça fonctionne et que nous pouvons mener une vigne sans aucun traitement phytosanitaire. Donc la comparaison des 3 campagnes, donc en 2019, nous avions une année de faible pression mildiou et nous avons fait des résultats qui sont dans 37% des situations aussi bien, qui sont mieux, pardon, et aussi bien dans 63% des situations dans une année de faible pression. Année 2020 qui est une année de très forte pression, elle. Le VitiTunnel fait mieux que des traitements dans 33% des situations et aussi bien dans 67% des situations sans aucun traitement. 2021, on repart sur la même situation, une année de très forte pression et on fait mieux que les traitements dans 40% des situations et aussi bien dans 60% des situations. Il y a eu un épisode de gel au château d'Illon et pour parler de cette propriété, je vais laisser la parole à Charlène qui a suivi le projet VitiTunnel pendant toute l'année. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Charlène Fèvre, je suis actuellement en alternance au château d'Illon et en BTS Viti-Euno, donc au lycée de Blanquefort. Durant ces 2 ans, j'ai dû travailler sur une expérimentation et j'ai choisi donc le VitiTunnel. Je vais vous présenter 3 résultats, donc le gel, la maladie et le résultat de récolte. Donc on a pu remarquer pour le gel que le VitiTunnel a fait toutes ses fonctions, si je puis dire. Il y a eu 0 bourgeon de gelée.
Le Texinov, alors pour faire une petite aparté, donc à Dillon, la spécificité, c'est l'installation de 3 bâches Texinov. Donc c'est des bâches respirantes tissées qui laissent passer 5% d'humidité. Donc sous Texinov, on a eu 25 bourgeons gelés, et pour l'exploitation classique, 888 bourgeons gelés, sans vignes qui n'étaient pas protégées par le système vititunnel. Pour le suivi épidémiologique, donc j'ai regardé la fréquence et l'intensité mildiou sur feuilles. Le graphique parle de lui-même. Le vititunnel, il y a seulement 5% de fréquence moyenne. Texinov, 18% de fréquence moyenne. Et les témoins, 5% de fréquence moyenne. Il est bon de noter que sous le vititunnel et Texinov, il n'y a aucun traitement mildiou, juste un passage pour l'oïdium. Donc, pour à peu près, on va dire, analyser les résultats, Texinov, on ne peut pas prendre, les données directement comme elles sont. Ça fait quand même très peu, partons du principe qu'il n'y a pas de traitement, donc une fréquence à moins de 20%, ce n'est pas énorme. On ne peut pas prendre en compte que le diagramme est immense et pour autant, ce n'est pas vraiment représentatif. Et là, j'ai fait la même chose donc, sur les grappes. Et là, on peut se rendre compte que le vititunnel a 10% de fréquence moyenne, Texinov 19% de fréquence moyenne, le témoin 1 21% de fréquence moyenne et le témoin 2 12%. Pour le témoin 1, on a supposé que c'était des vignes près des bordures, donc c'est pour ça qu'il y a sans doute plus d'attaques mildiou. Et une fois de plus, on peut se rendre compte que le vititunnel a exactement fait son job, c'est-à-dire protéger les vignes avec une sabâche imperméable. Voilà. Donc ça a très bien fonctionné. Et ensuite, donc, on a pu constater, après toutes ces analyses, que sur les récoltes, ça ressort aussi. Le vititunnel a un poids total de vendange de 101,82 kg par rapport au Texinov qui en a 54 et aux témoins qui en ont 46 et 53 kg. Voilà. Donc en résumé, on voit qu'avec les résultats que nous avons lors de ces 3 années d'expérimentation, que le vititunnel permet aujourd'hui de garantir l'absence de perte de récolte dans des cas de gel. Pour la grêle, heureusement, on n'a pas eu encore d'épisodes qui ont permis de le confirmer, mais on l'imagine très très bien. Contre la coulure climatique, on sait qu'il peut y avoir un effet puisqu'on limite, on empêche la pluie pendant la période de floraison. Et les maladies pluviodépendantes, puisque aujourd'hui, on peut mener une vigne sous le vititunnel sans traitement phytosanitaire. Et c'est là son intérêt. Toujours en résumé, en conséquence sur les parcelles qui sont équipées de ce dispositif, on voit une réduction de presque 90% du recours aux pesticides et aux pulvérisateurs et une éradication complète des produits dangereux pour l'homme, ce qui est aujourd'hui très important et on en voit tout l'intérêt dans les zones périurbaines. Les perspectives, les vititunnels, comme vous pouvez l'imaginer, on les imagine dans des zones d'habitation où nous sommes impactés par les ZNT riverains, mais aussi le long des cours d'eau pour les ZNT aqua et le long des établissements accueillant des personnes vulnérables comme les EHPAD, les écoles et les stades de foot. Mais il y aura aussi d'autres interactions sur des parcelles qui ont un fort historique mildiou et aussi pour les zones qui sont sensibles au gel et qui sont dans des couloirs de grêle. Dans un second temps, il va falloir commencer à travailler sur les problématiques liées à nos instances, donc lever toutes les interrogations de l'INAO. On sait aujourd'hui que nous n'avons pas d'impact au niveau de la physiologie, donc très peu d'impact sur l'effet terroir, voire même pas du tout. L'acceptation aussi de la société civile, puisque on met une protection qui se voit très très bien, c'est du plastique, c'est un petit peu plus lourd que... Oh, pardon, c'est un peu plus lourd que rien du tout, ça impacte au niveau paysager. Et puis aussi trouver un dispositif qui soit acceptable au niveau économique. Je repasse la parole à Émilie. Merci la société modèle de nous avoir présenté cette innovation qui permet effectivement de se passer complètement des produits phytosanitaires sur certaines zones du vignoble.
Pour continuer, on va aborder un deuxième thème. On a vu qu'on pouvait limiter la dérive, limiter l'utilisation des produits phyto. Et puis, pour bien vivre ensemble, il faut aussi trouver aujourd'hui des alternatives à l'utilisation de l'énergie fossile. Et pour cela, on accueille Miguel Aguirre, le directeur du château La Tour Blanche dans le Sauternais, qui assure depuis maintenant quelques années une viticulture en agriculture biologique et qui s'est équipé pour pouvoir faire de la traction électrique. Bonjour tout le monde. Donc, le château La Tour Blanche est un premier grand cru classé de Sauternes situé sur la commune de Beaume, de 46 hectares. On est engagé dans une démarche environnementale depuis un petit moment parce que depuis 2010, on gère la moitié du vignoble en bio par rapport justement à ces zones sensibles et toutes les vignes qui touchent les internats et les riverains. Donc en 2020, on a décidé de faire une année 100% bio qui a été concluante vis-à-vis des équipes. Et en 2021, on a décidé de demander la certification à agriculture biologique qui nous permettra en fait d'avoir les vins certifiés en 2024. Donc par rapport à cette conversion en fait en agriculture biologique, il y a vraiment eu plusieurs phases. La première phase, c'était tout simplement des aspects humains, essayer de convaincre, de former, de sensibiliser les équipes par rapport à cette conversion en AB. On sait qu'on est quand même dans une façade atlantique où on a une pression milieu et phytosanitaire qui n'est pas neutre, qui demande une certaine forme de réactivité. Et donc, dans cette conversion, on a décidé, dont l'objectif, c'était de protéger l'ensemble de vignobles, tout en 24 heures, en une journée. Donc il va falloir aussi organiser le travail auprès des salariés, trouver une certaine forme de flexibilité au niveau de la présence des salariés en cas de traitement les week-ends. Et donc un travail sur l'aménagement du temps de travail et une annualisation qui a demandé une certaine forme de concertation avec les équipes. Et indirectement, forcément, ça a permis les tensions qu'on voyait arriver vis-à-vis des riverains par rapport aux problèmes phytosanitaires, le fait d'engager l'ensemble du vignoble en bio, on a senti qu'il y avait une certaine forme de diminution de pression dans l'esprit des gens. On leur explique bien que le bio, ça ne veut pas dire ne pas traiter, mais ils se sentent rassurés et du coup une gestion des riverains qui a été facilitée par rapport à cette conversion en AB. Les choix, par contre, et les enjeux techniques par rapport à cette conversion, ça a été une approche globale sur l'ensemble du vignoble. Donc, on sait que le fait de sortir du glyphosate, de sortir des produits de synthèse, c'est peut-être une approche qui se veut un peu plus agronomique ou en tout cas un peu plus précise par rapport à chaque type de sol. Nous, on a une diversité du sol relativement importante là sur la Tour Blanche. Donc on a fait le choix de diminuer tout ce qui est travail du sol. On le limite aujourd'hui uniquement en fait sous le rang et on ne travaille plus du tout ou que très rarement l'interrang et on a acheté des rouleaux FACA ou différents types de rouleaux pour faire uniquement du roulage et limiter donc le travail du sol. Toujours sur ces aspects techniques, forcément, en fait, on a fait un audit en amont sur quel type de travail du sol par rapport au type de sol qu'on avait. Donc, on a 3 grands types de sol en ce qui nous concerne, argile, grave et sable. Et on s'aperçoit que, par exemple, le roulement ou le roulage permanent sur les sables, on s'aperçoit qu'on a quelques contraintes hydriques et actuellement encore plus là sur les 3 dernières semaines sur ce type de sol, sur les sables, alors que sur les argiles, on n'a pas trop de soucis. Donc une adaptation, on va dire, au choix forcément un peu plus parcellaire, un peu plus précise, plutôt que sur une approche très automatique avant qu'on passe en agriculture biologique. Et pour limiter, on va dire, parce que la difficulté dans l'agriculture biologique, c'est la multiplication des passages, travail du sol, traitement, roulage. Donc, dans un objectif de diminuer, on va dire, notre impact carbone par rapport à ces passages répétés, on essaie dans la plupart du temps de combiner les travaux. Donc, l'idée, c'est de, par exemple, rouler, mais en même temps pouvoir travailler sous le rang ou éventuellement travailler sous le rang et faire des rognages. Donc, toujours essayer d'optimiser et en un seul passage faire deux travaux en un. Donc, par rapport à cette limite qu'on connaît par rapport au bio, on sait que le bilan carbone n'est pas forcément
disons, positif. On a tendance à l'aggraver, étant donné qu'on fait plus de passages, on consomme plus de GNR et forcément on augmente nos gaz à effet de serre. Alors cette surestimation aujourd'hui, on l'estime à peu près à 20% en consommation de GNR en plus. Alors ça c'est mesuré sur une année entre 2020 et 2021, 2021 étant une année un peu atypique, donc il faut qu'on essaye de le lisser sur 2-3 ans. Mais dans la perspective de cette augmentation de bilan carbone, on s'est dit comment on réussit à essayer de limiter cette augmentation-là. Donc on est parti sur l'investissement d'un enjambeur électrique pour justement diminuer cette consommation de GNR. Alors on a fait plusieurs essais, on s'est rapproché de plusieurs interlocuteurs, il y a plusieurs aujourd'hui fabricants, mais on s'est orienté vers un enjambeur électrique de marque Saby qui est distribué aujourd'hui donc par l'entreprise Guenon dans le sud Gironde et qui se limite uniquement en fait au travail du sol. Le travail du sol sur nos pentes, contre-pentes, ceux qui connaissent la Tour Blanche savent que c'est un très joli lieu, mais voilà, en termes de travail du sol, c'est pas simple parce qu'il y a pas mal de pentes. On arrive sur certaines parcelles à avoir entre 15 et 20% de pentes. Et du coup, du travail en interligne, c'est pas simple. Du coup, on est parti sur cet enjambeur électrique qui est orienté uniquement vers le travail du sol. On l'a essayé l'année dernière pendant 15 jours. On a validé parce qu'on avait un peu peur en termes de durée de travail dans la journée. Concrètement, en période sèche, sur des pentes, en tirant, on va dire, un peu sur la machine, on s'est aperçu qu'il pouvait tenir toute une journée, voire 10 heures de travail sans souci. Ça permet aussi d'améliorer la condition de travail de nos conducteurs parce que, mine de rien, on a moins de bruit et on a un positionnement qui fait que le tractoriste ne se retourne pas parce que nous, on travaillait uniquement avec de l'interligne. Donc, il a un positionnement qui, théoriquement, le soulage en termes de conditions de travail. Et alors, la limite, c'est que c'est un enjambeur qui est aujourd'hui que limité au travail du sol. Alors, en plus de ça, les engrais verts, les zones, les prairies permanentes doivent nous permettre de fixer un peu le carbone qui est surconsommé par rapport à cette conversion bio. Mais pour nous, ça a été une façon de se dire, on sait qu'on n'est pas forcément bon par ailleurs, mais comment on essaie de limiter notre impact. Et je trouve que l'enjambeur électrique, qui pour rappel en plus un panneau photovoltaïque, là on ne le voit pas, mais sur le dessus, il a un panneau photovoltaïque qui permet en fait de recharger les batteries au fur et à mesure de la journée et donc de gagner en autonomie. Donc c'est un outil qui se développe beaucoup. Aujourd'hui, il y en a 3 sur Sauternes. Nous, on est le 3e avec 2 autres grands crus classés. Et ça sera aussi un outil qui va être facile en termes de pédagogie auprès de nos élèves pour les sensibiliser au travail de l'enjambeur. Merci Miguel pour ce résumé et cette illustration de la possibilité de trouver des alternatives aux énergies fossiles en viticulture. Alors évidemment, cette question-là, elle ne concerne pas que la viticulture ou l'agriculture, elle concerne aussi la gestion des espaces verts. Et donc pour ça, on accueille un formateur du CFA-CFPPA, Antonin Lestrat, qui va vous montrer qu'on peut aussi utiliser cette énergie électrique dans la gestion des espaces verts. Bonjour à tous. Donc oui, Antonin Lestrat, un formateur du CFA de Blanquefort en aménagement paysager. Effectivement, nous, aujourd'hui, l'électrique occupe une grande place. On essaie de convertir de plus en plus d'entreprises à l'électrique. Certaines entreprises, certaines collectivités sont déjà passées au 100% électrique. On peut observer que différents outils ont été adaptés, qui vont des outils du travail du sol, de la taille, pour le soufflage également. Ces outils ont déjà un premier avantage, je rejoins ce que disait mon collègue tout à l'heure, au niveau du poids pour nos salariés. On a des outils beaucoup plus légers qui va limiter la pénibilité au travail. Donc au niveau de la répartition des batteries qui vont être soit sur le dos, soit sur des batteries portées. Donc on va avoir des salariés sensibilisés à ça et à l'utilisation du matériel électrique. Mais également, on vit sur la façade atlantique qui justement est une station balnéaire et va nous obliger à limiter les nuisances sonores en été. Donc le passage à l'électrique est quand même important pour beaucoup d'entreprises qui, durant la période estivale, doit limiter son impact sonore. Donc
passer à l'électrique devient là très intéressant. On va retrouver le matériel électrique aussi sur du matériel de tonte qui nous permettra de réaliser tout le jardin entièrement en 100% électrique. Le matériel électrique nous va occuper aussi une place importante dans nos plans de gestion en gestion différenciée. Aujourd'hui, on essaye de respecter de plus en plus, de revenir aux sources sur le respect de la nature, le travail du sécateur à main, mais du coup le travail de l'électrique pour nos clients et aussi dans nos gestions différenciées des espaces. Certaines parcelles doivent être entretenues très régulièrement, d'autres qu'on va laisser monter pour libérer la biodiversité, autant que les parties qui soient entretenues régulièrement soient faites de la meilleure des manières. Le matériel électrique aura cet avantage d'être très silencieux et de respecter les différentes la faune présente, la nidification des oiseaux, etc., qui nous permettra justement d'allier la préservation de la nature avec l'entretien complet de nos espaces. L'avantage aussi aujourd'hui de l'électrique, pour nous, ça va être évidemment l'énergie produite pour cela. On trouve actuellement des camions équipés de panneaux photovoltaïques qui justement nous permettent de recharger nos batteries au long de la journée quand on travaille dans des caissons exprès sur des batteries type professionnelles qui dureront toute la journée, aussi bien chez du particulier qui peut avoir une maison équipée d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques et qui accepte qu'on recharge en fait nos batteries directement avec cette énergie nouvelle. Donc pour clôturer cet échange, on ferait un petit bilan sur l'agriculture urbaine. Est-ce que finalement, ça ne serait pas aussi une opportunité d'avoir des activités agricoles à proximité de la ville? Et pour illustrer ceci, j'accueille Magali Ardillet, qui est la directrice chargée de la valorisation des territoires à la Chambre d'agriculture de la Gironde et qui est en pleine actualité avec la signature de la charte riverain. Merci, bonjour à tous. Donc Magali Ardillet, je travaille pour la Chambre d'agriculture. Dans le pôle territoire, à l'interface finalement entre la rencontre entre les collectivités, les agriculteurs et les habitants. Alors depuis le démarrage de ce webinaire, nous avons parlé beaucoup d'épandage de produits phyto, de vignobles urbains et puis de contraintes d'usage. Et donc pour mettre en phase finalement toutes ces attentes et tous les publics concernés, rien de tel que de parler du bien vivre ensemble. Et le bien vivre ensemble, c'est facile à dire, ça ne se décrète pas, et donc ça doit se vivre. Et pour se vivre, finalement, on a décidé en Gironde de mettre en place des outils, différents outils, que ce soit une charte ou alors des outils de communication pour essayer de faciliter ce dialogue. Alors, c'est pour cela que depuis 2 ans, nous travaillons à une charte du bien vivre ensemble en Gironde pour notamment favoriser le dialogue à l'occasion des traitements phyto, mais pour aller un peu plus loin, justement, entre les parties prenantes, entre les acteurs du territoire. Alors, le bien vivre ensemble, je l'ai dit, finalement, c'est l'affaire de tous. Chacun à son échelle, nous sommes tous concernés. Et la charte que nous venons de re-signer mardi au Château Ségur à Parempuire avec 28 signataires, finalement, c'est la confirmation que le bien vivre ensemble ne concerne pas que les viticulteurs, les agriculteurs et les voisins directs, les maires, mais ça va au-delà. Ça concerne les habitants, les travailleurs qui pourraient travailler à proximité des parcelles et qui doivent finalement partager l'espace et trouver des moyens de dialoguer encore mieux. Alors dans cette charte, qui est finalement la V2 de la charte qui avait été validée en juin 2020 à l'occasion de la première version, et on avait à cette époque-là déjà 16 signataires, nous avons repris finalement les principes des engagements des différents acteurs, parce que cette charte ne vaut que si les gens s'engagent. Alors les agriculteurs évidemment s'engagent, d'une part à privilégier des démarches de dialogue, et rien de tel que pour dialoguer, que avoir des outils d'information vis-à-vis de ses voisins, et désormais avec la nouvelle réglementation qui est imposée par l'État vis-à-vis des travailleurs qui travailleraient à proximité des traitements phyto, à proximité des parcelles. Et donc nous avons développé, nous proposons aux agriculteurs de développer les outils de communication et les prétextes finalement pour informer leurs voisins des traitements phyto. Alors jusque-là, on leur demande de le faire par des moyens appropriés. Jusque-là, ils le faisaient par SMS, mail.
par courrier. Et désormais, nous avons développé une application BVE33, qui est une application mobile que je détaillerai un peu plus tard et qui permet finalement de façon très réactive d'informer ses voisins, voire d'autres acteurs du territoire comme les randonneurs ou les travailleurs qui viennent à proximité. On demande aussi dans cette charte finalement aux agriculteurs de s'adapter. Alors ça veut dire que pour pouvoir traiter, peut-être qu'il faut s'adapter autour des jours et horaires de traitement vis-à-vis des conditions climatiques. Alors avec des dérogations peut-être en termes de bruit, normalement il y a des horaires, mais finalement pour mieux traiter, pour tenir compte du vent ou des différentes conditions climatiques, peut-être qu'il faut traiter en dehors de certains horaires. Donc c'est aussi cela que dit cette charte, c'est-à-dire qu'on s'adapte pour traiter au meilleur moment et dans les meilleures conditions et essayer en même temps de tenir compte de son voisinage et éviter finalement les nuisances si possible. On demande également dans cette charte aux agriculteurs d'utiliser des produits qui ont un moindre impact sur la santé et l'environnement. Donc au fur et à mesure, on s'aperçoit que les agriculteurs sont engagés dans de nombreuses démarches environnementales pour essayer de trouver des alternatives à l'utilisation de leurs produits phytosanitaires. Et puis dans cette charte également, on s'est dit que dans les ZNT, ce qu'on a dit, les zones de non-traitement riverains, finalement, il serait peut-être temps aussi de favoriser l'implantation de cépages résistants aux maladies pour justement essayer d'atténuer le nombre de traitements qui étaient prévus. Donc les agriculteurs ont signé cette charte, leurs représentants ont signé cette charte mardi, et nous avions également à l'occasion de cette signature les représentants des élus locaux, l'Association des maires de Gironde et l'Association des maires ruraux de Gironde. Et donc le rôle des collectivités est fondé sur 2 piliers. D'une part, informer, c'est quand même la base, pour être une sorte de médiateur territorial vis-à-vis des habitants qui sont là depuis longtemps, mais aussi des nouveaux habitants qui arrivent sur un territoire et qui ne le connaissent pas forcément. Et donc on incite les maires à favoriser le dialogue et la pédagogie sur les pratiques agricoles pour expliquer en quoi l'agriculture représente une activité essentielle sur le territoire de cette commune. Et puis aussi pour favoriser ce dialogue entre les agriculteurs et les habitants, par exemple à l'occasion de réunions d'information préalables aux périodes de traitement de la vigne. Et à cette occasion, nous avons développé d'autres types de supports qui permettent finalement aux mairies d'afficher différentes informations qui pourraient être utiles et qui pourraient déjà être une première phase d'information des habitants. Donc je vais vous détailler ces différents supports juste après, je vais vous les montrer. Mais en tout cas, dans le premier pilier, c'est sûr qu'on compte beaucoup sur les maires pour faire cette médiation parce que c'est souvent eux qui sont en premier lieu appelés. Et puis deuxième pilier, on leur demande aussi d'être précautionneux dans les documents d'urbanisme pour justement limiter ces conflits d'usage et essayer de les anticiper. Et par exemple, à l'occasion de permis de construire qui seraient octroyés à la construction de lotissements, mettre des zones tampons suffisamment importantes pour éviter la confrontation finalement entre les activités qui préexistaient et puis les nouveaux habitants qui ne comprendraient pas que l'on traite peut-être à leur fenêtre. Donc on compte véritablement sur les élus locaux pour anticiper toutes ces relations de bon voisinage dans le cadre des documents d'urbanisme. Et c'est en cours. Concernant les engagements des organisations professionnelles agricoles, elles sont là également pour accompagner toutes ces démarches autour des certifications environnementales, mais également des formations, de proposer autre chose pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, proposer des alternatives en lien avec les biocontrôles par exemple, et puis aussi favoriser un rôle d'intermédiation pour favoriser le dialogue local avec des référents professionnels dédiés. Donc on a toute une liste de référents qui sont désignés dans le cadre des différents territoires de Gironde pour intervenir s'il y avait un conflit qui était en train de se déclarer ou une discussion un petit peu chahutée entre un habitant, un riverain et puis un agriculteur. Et donc on fait intervenir notre liste des référents pour déminer immédiatement et être en capacité de réagir assez vite. Ce qui est sûr, c'est que dans notre quotidien, dans notre métier, je crois que dans toutes nos organisations professionnelles, la vision que l'on doit avoir sur l'avenir de notre territoire et de l'agriculture doit être liée à la communication et la pédagogie. On ne fera rien si on ne continue pas et on ne renforce pas la communication sur l'agriculture
au quotidien. Alors voilà, je vous le disais, il y a différents supports qui ont été envisagés. Donc là, vous avez le calendrier des traitements par filière. Alors là, c'est pour les grandes cultures. Donc ça, c'est ce genre de document que les maires auront à disposition et qui pourront afficher en mairie. Vous avez le calendrier de traitement de la vigne, voilà, de la même façon, pour expliquer quelles sont les grandes périodes à laquelle on peut s'attendre, voir des tracteurs dans les vignes et des pulvérisateurs. On a également développé d'autres types de communication qui peuvent permettre justement de faciliter la rencontre entre les habitants et les agriculteurs qui seraient voisins. Donc c'est la roue des travaux viticoles qui explique tout au long de l'année les différentes interventions du viticulteur et ce pourquoi il sort quelques machines et ça nous permet aussi de comprendre le calendrier des saisons et de la plante finalement. On a également sorti une plaquette pour expliquer ce qu'était le métier de viticulteur, pour expliquer pourquoi on traite, que ça peut apporter des nuisances, mais que parfois c'était essentiel au vu des conditions climatiques. On réexplique aussi que chacun a des droits et des devoirs et que la propriété agricole, viticole est une propriété privée. Et puis, quitte à aller s'y balader, autant demander à l'agriculteur ou au viticulteur avant, ça facilite quand même grandement le dialogue. Enfin, nous avons développé, je vous le disais en introduction, une application qui s'appelle BVE 33. C'est une application mobile qui est gratuite, qui est accessible à tout un chacun. Vous pouvez la télécharger là, directement sur vos téléphones et qui permet de faciliter la communication entre les agriculteurs et les riverains. Alors d'un côté, nous avons la communauté du grand public qui peut avoir une information en temps réel en se connectant à son application. Et puis la communauté des professionnels qui déclarent finalement leurs interventions, qui peuvent programmer leurs interventions et qui peuvent expliquer par différentes notifications qu'ils interviennent à l'occasion notamment des traitements phytosanitaires, on l'a dit, mais pour prévenir de quelques nuisances à l'occasion de gel, de grêle, et pour dire qu'on peut effectivement sortir du matériel qui peut faire du bruit, qui peut avoir une nuisance, et donc tout ça doit être fait en temps réel. Donc les utilisateurs qui se sont connectés à l'application et qui sont voisins reçoivent des notifications. Les randonneurs qui veulent aller dans l'autre bout du département peuvent se connecter à l'application et voir sur l'application les notifications qui ont été faites sur un territoire. Donc tout cela permet finalement de favoriser ce dialogue. Les outils, chacun doit s'approprier finalement les outils qui lui correspondent. Cette application correspond à certains viticulteurs, à certains agriculteurs, pas à d'autres. Mais pour autant, on mise beaucoup sur cette application-là puisque elle permettra aussi de répondre à la nouvelle réglementation qui vient de sortir, c'est-à-dire le décret et l'arrêté du 26 janvier 2022, qui demande à ce que l'information soit désormais obligatoire à l'occasion des traitements phyto, et deuxièmement, qu'on doive informer aussi les travailleurs au-delà des riverains, donc les travailleurs qui seraient à proximité des parcelles. Donc tout cela milite pour une utilisation encore plus grande de cette application-là. Voilà, je vous mets les adresses sur lesquelles elle est accessible sur le store. Le kit des élus, je vous disais qu'on misait beaucoup sur l'intermédiation des élus. Et donc, pas plus tard que cet après-midi, on leur a renvoyé un kit avec des notices explicatives sur les traitements phytosanitaires, avec les documents pédagogiques que je vous ai présentés, avec la liste des référents dont je vous ai parlé. Et donc, on a aussi une communication, vous voyez, dédiée aux élus locaux pour les aider à faire justement cette interface avec leurs administrés et puis les activités économiques de leur territoire. Merci Magali. Donc pour illustrer comment on met en place cette application sur une exploitation, on écoute à nouveau Virginie Mailleux qui l'utilise à Château-Dillon. Bonjour. Donc j'ai commencé. Alors Château-Dillon est engagé dans des démarches environnementales depuis 2005 et a toujours voulu aller vers les riverains. On est dans une commune qui est assez développée sur la partie agricole et sur la partie lien avec les populations à la fois agricoles et riverains. Donc au tout début, avant que cette application n'arrive, donc je veux vous expliquer ce qui s'est passé avant et après. Je faisais le tour le dimanche pour sonner à toutes les portes et récupérer les SMS
de ceux qui voulaient bien me donner leur téléphone portable ou les mails. Et je ne pouvais trouver que les riverains parce qu'en fait, c'était trop compliqué pour moi. Blanquefort, c'est hyper grand. Et je ne prenais que ceux qui étaient à proximité des parcelles puisque c'était ce que la loi m'imposait. Sauf qu'au fur et à mesure, vu que nous sommes sur une zone piétonne, enfin de promenade, puisque nous faisons partie de la boucle des châteaux, il se trouve que beaucoup de gens étaient déçus parce qu'ils n'avaient pas l'information. Moi, je m'en tenais à ce que je pouvais faire, en fait. Et lorsque l'application BVE 33 est sortie, je pense qu'on a fait partie des premiers à l'utiliser parce qu'en fait, c'était une révélation. Ça me permettait d'abord d'envoyer un SMS à tous les gens que je connaissais, y compris les élus, en disant « Oh là, il y a une super application qui vient de sortir. Si vous la mettez sur votre téléphone, au fur et à mesure que je vais vous en informer, vous aurez justement cette information. » Donc l'an dernier, on l'a utilisé à chaque fois. D'abord, on a aussi amélioré nos produits puisqu'on n'est que sur du bio et biocontrôle. On n'a plus aucun produit qu'on appelle cancérigène, mutagène, reprotoxique, plus aucun CMR, plus aucun perturbateur endocrinien. Donc on n'est que sur du biocontrôle. Et maintenant qu'on utilise cette application, je pense qu'on ratisse large. C'est-à-dire que tous ceux qui sont intéressés, qui téléphonent, on leur dit mettez cette application sur votre téléphone. Et moi, j'ai essayé de me mettre à la place des gens. Donc, je me suis mis en contributeur, c'est-à-dire agriculteur sur mon téléphone portable professionnel, et je me suis mis en utilisateur sur mon portable personnel pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc, ceux qui disent que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas vrai. Donc, à chaque fois, vous voyez ici, je suis contributeur. Sur la photo de gauche, on me dit tu es contributeur, tu vas informer, donc c'est l'encart au-dessus, informer avec une parcelle. Le deuxième écran, c'est les parcelles que j'ai indiquées en mettant, en fait, j'ai cliqué sur les parcelles et je les ai nommées. Donc elles ont un point GPS, ce qui veut dire que le promeneur ou le riverain, il sait où il se situe, ça se remet par rapport à sa maison. Ensuite, je choisis, comme le disait Magali, ce que je souhaite indiquer. Ça peut être un traitement à 12 heures, un traitement à 24 heures, un traitement à 48 heures comme celui contre la flavescence dorée, les aléas climatiques, mais ça peut être tout simplement un travail de travaux du sol. Parce que la plupart des gens, dès qu'ils voient un tracteur, ils ont l'impression qu'on traite. En fait, pas forcément. On est juste là pour enlever l'herbe. Aujourd'hui, vous avez tous entendu parler du glyphosate. On n'utilise plus de glyphosate, mais en revanche, on est obligé d'utiliser quand même pour désherber des tracteurs. Donc, dès qu'il y a un tracteur qui sort dans une commune comme Blanquefort, il y a des néo-ruraux qui ne savent pas qu'un tracteur, ça va juste permettre de désherber. Ils ont l'impression qu'on va tout de suite traiter. Donc aujourd'hui, j'utilise, en plus de l'année dernière, j'utilise tout ce qui est travaux du sol. Donc la diapo suivante, vous voyez donc, là j'avais choisi un travail du sol superficiel et j'ai marqué, comme le disait Magali, je peux rajouter une mention et j'ai mis travaux de désherbage sous le rang. Ensuite, j'envoie l'information et j'avais choisi ma parcelle. Automatiquement, et c'est dans l'immédiat, donc on a le suivant, c'est moi, je suis donc là cette fois-ci utilisateur. On voit que sur la parcelle à Blanquefort, j'ai 2 encarts avec des travaux du sol. Donc j'avais 2 parcelles aujourd'hui qui faisaient des travaux du sol. Et lorsqu'on clique sur un des 2 petites icônes, on trouve l'endroit où c'était et l'adresse. Donc a priori, on ne peut pas se louper, c'est impossible. Donc j'engage tout le monde à utiliser cette application. Et puis nous, on travaille aussi beaucoup avec nos riverains. En général, 1 fois par an, on fait une information où on leur montre tous les produits qu'on a utilisés, c'est-à-dire notre évolution en ce qu'on appelle l'indice fréquence de traitement, comment il a évolué depuis 4-5 ans, avec de plus en plus de produits propres. On leur montre la toxicité vis-à-vis de l'humain, l'écotoxicité vis-à-vis de l'environnement, et on finit par un petit apéritif. Voilà. Ce qui permet de relancer aussi quand même les relations avec le voisinage et qui fait que, par rapport à la question qui avait été posée, c'est quand même une opportunité d'être dans un territoire urbain. Ce n'est pas que un inconvénient parce que, en fait, on a la possibilité de vendre en circuit court, on a la possibilité de se faire connaître beaucoup plus facilement et on a la possibilité aussi de recevoir parce que, en fait, en étant à proximité de Bordeaux avec le tram, avec tous les transports qu'on a,
On peut également recevoir les gens, parler de notre métier, c'est super important. Et ça permet, pour des gens qui étaient peut-être un peu récalcitrants au départ, ils deviennent presque des ambassadeurs des produits au fur et à mesure que on est transparent, on leur montre comment on évolue et on leur dit on est aussi des acteurs agricoles. C'est aussi grâce à nous qu'il y a de la verdure, parce que sans les agriculteurs dans des territoires comme Blanquefort, je pense que la pression urbaine et foncière est tellement importante que je ne sais pas si on existerait longtemps. Et donc, ils sont aussi contents de nous avoir parce qu'on est un petit jardin quand même et un lieu où ils peuvent se promener, y compris les week-ends. Merci Virginie, merci Magali. Donc, on continue ce tour de route des opportunités pour une activité agricole d'être finalement en zone urbaine. Et nous accueillons pour ça Madame Maillet, la représentante de la commune de Blanquefort, adjointe au maire, chargée des espaces naturels et agricoles, et qui va nous faire un petit point sur, pour la commune, qu'est-ce que ça représente d'avoir des agriculteurs sur son territoire. Oui, bonjour à tous. Oui, on parlait tout à l'heure du partage de l'espace qui est très très important, et surtout quand on est élu, on a plus une partie qui nous préoccupe, c'est l'urbanisation sur notre territoire et automatiquement la pression qu'on peut avoir. Et c'est vrai que sur Blanquefort, on a quand même de la chance d'avoir encore beaucoup d'espace agricole et qu'on essaye de préserver au maximum. Donc ici, au niveau du château, excusez-moi, un petit problème technique. Ici, au niveau du lycée agricole, je crois qu'on n'a pas de souci à se faire. Il va y avoir la continuité de la préservation de tous ces espaces. Aussi, au niveau des autres châteaux viticoles, puisqu'il n'y a pas que le château d'Illon, on a aussi d'autres viticulteurs sur le territoire. Et on n'a pas que ça. Et on essaye justement de mettre une politique agricole qui permette de préserver les derniers espaces sur notre territoire, ce qui est très important, et notamment dans le cadre de nouveaux périmètres qui existent, ce qu'on appelle le PEANP, c'est-à-dire les périmètres de protection espaces naturels agricoles en périurbain. Et là, nous sommes en train de mettre en place avec le département et Bordeaux Métropole un périmètre qui va s'étendre autour de 1000 hectares à peu près sur la commune, qui va pouvoir de préserver les derniers espaces agricoles sur notre territoire, ce qui est alors pas que de la viticulture, puisque nous avons des céréaliers, nous avons de l'élevage, du maraîchage. On a déjà un PNP qui est sur la vallée maraîchère, qui protège la vallée maraîchère. Donc voilà, on essaye aussi de faire le partage de ces espaces, bien sûr sans oublier l'urbanisation, parce qu'il faut malgré tout pouvoir se loger et vivre et offrir des possibilités aussi aux habitants de pouvoir avoir un espace de vie très agréable. C'est ça qui est important aussi, de garder un peu cette ville dans le village ou le village dans la ville, et qu'on recherche, que beaucoup de monde recherche. Et c'est vrai qu'on a une grosse pression au niveau de l'organisation, parce que justement je pense qu'on est bien à Blanquefort, parce qu'on a encore beaucoup d'espace. On a le tram qui arrive, donc c'est vrai que le tram a fait aussi arriver d'autres populations, mais nous on est là en tant qu'élus aussi pour faire vivre la ville et la faire renouveler, parce que bon, on n'est pas que sur... il nous faut des jeunes aussi qui arrivent pour qu'on puisse continuer à avoir une ville vivante. Ce qui arrive des fois dans des villages où on n'a plus le renouveau avec les jeunes et qui malheureusement impacte, et on a des villages qui se meurent, même si on a autour encore de l'agriculture. Et justement pour l'agriculture, ce qui est important, c'est d'avoir des habitants pour pouvoir faciliter les circuits courts. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place ici de plus en plus. Je crois que Dillon y participe beaucoup. À chaque fois qu'on a des manifestations, de toute façon, Dillon est présent. On essaye de les motiver au maximum. Il n'y a pas besoin de beaucoup les motiver parce que ils sont là. Donc dès qu'on a une manifestation, et dernièrement, de toute façon, on a fait une petite transhumance, on avait le Festival Nature. Voilà, donc ça fait partie des participations. La transhumance est partie du château d'Illon cette année, et ce qui a eu un impact quand même assez intéressant au niveau de la population. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on explique, qu'on arrive à expliquer aux habitants. Il faut qu'on arrive à avoir cette transversalité et d'arrêter le combat entre l'agriculture et l'urbanisation, et les nouveaux ruraux qui arrivent et qui ne comprennent pas forcément tout ça. Et c'est vrai que c'est nous aussi, notre partie à nous, d'expliquer tout ça. Et c'est vrai que tout ce qui est mis en place, notamment au niveau de l'information, est très très important. Et on continuera à transmettre tout ça et à travailler, bien sûr, avec vous.
et avec aussi les autres éleveurs et agriculteurs qui sont le territoire, parce que justement on veut remettre du vivant sur cet espace-là, et notamment ce qu'on a fait aussi il y a quelques années, on a réintroduit un éleveur d'ovins laitiers sur la vacherie, à côté du parc Majolan, et donc on a remis un éleveur ovins laitiers avec une transformation et faire du fromage. Et donc il a un bail rural, on lui a mis les bâtiments, etc., avec la participation de Bordeaux Métropole, du département. Donc on a pu faire cette réinstallation. Et comme ça, il peut aussi montrer comment lui fonctionne. Parce que c'est ça, on a eu cette espèce de décalage entre le monde paysan et le monde urbain, où on ne savait plus trop qui faisait quoi, alors qu'on a besoin du monde paysan. Parce que sans le monde paysan, on ne vit pas. Donc c'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous abreuve. Donc voilà, on a besoin du monde paysan. Et c'est vrai qu'on a eu cette coupure entre ces deux secteurs. Et c'est ça, il faut remettre du lien. Et donc il faut que le monde paysan explique comment il fonctionne, quelles pratiques il a. Alors c'est vrai qu'on a eu après-guerre, il a fallu produire, il fallait nourrir la France, etc. Il y a eu la mondialisation. Mais je pense que maintenant on revient à des valeurs. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on le voit aussi, on a des problématiques de réchauffement climatique, on a quand même de gros soucis à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut revenir à quelque chose. Ce que nos grands-parents ou grands-parents avaient, c'était le bon sens. Et donc si on revient sur le bon sens, je crois qu'à un moment donné, voilà, on s'y retrouvera tous et on continuera à pouvoir à être cette communication qu'on peut avoir entre nous. Et je pense que c'est ça qui est important. Et nous, on est là pour ça, en tant qu'élus, de faire la communication entre tous ces différents paysages et ces différents systèmes économiques, parce que bon, c'est de l'économie, il ne faut pas l'oublier. Malgré tout aussi, c'est beaucoup d'économie. Il ne faut pas oublier non plus ces transversalités. Et voilà, on est là pour remettre du lien et on essaye de le faire. Merci beaucoup, Madame Maillet. Donc pour conclure, pour terminer cet échange, je donne la parole à Monsieur Gracier, le président du Salon de l'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. Oui, bonjour à tous à mon tour et merci au lycée de Blanquefort et à Château-d'Illon d'avoir organisé cette journée sur les relations agriculture-société en quelque sorte. Voilà, donc on était dans un vignoble qui est très en prise avec les problèmes de voisinage, puisque c'est un vignoble urbain. C'est le début du Médoc, mais le vignoble Pessac-Léognan, même un certain nombre de côtes de Bordeaux sont confrontées à ces mêmes problèmes. Mais il faut savoir aussi, je voudrais le dire là, que si Bordeaux est connu dans le monde entier, c'est par son vin quand même. Et l'attractivité de Bordeaux le doit à son vin. Ça ne veut pas dire qu'un viticulteur peut tout faire. Mais il y a des droits et des devoirs côté agriculteur, côté viticulteur, comme il y a des droits et des devoirs côté citoyen. Donc il faut qu'on se rencontre sur un certain nombre de points. Savoir que l'agriculture, ça a été très bien dit par la représentante de la commune, c'est un facteur d'équilibre dans un territoire qui doit être partagé. Mais il y a aussi tous les avantages à être dans le voisinage d'une exploitation viticole ici. Mais peut-être que la viticulture de Bordeaux ressent ces problèmes de manière un petit peu accrue par rapport à d'autres régions un peu moins en prise avec l'urbanisation. Mais il faut savoir que tous les agriculteurs, toutes les productions agricoles dans la région sont confrontés au même problème, qui est un problème de communication, de compréhension mutuelle et quelque part un peu de bienveillance, où il faut laisser la chance à son voisin, qu'il soit agriculteur ou rural, voilà, de s'exprimer, s'écouter et trouver ensemble des solutions pour que le partage du territoire se fasse avec le plus de bon sens possible. Voilà, donc ce débat clôture une semaine de débat sur le web. Je voudrais remercier tous les lycées qui se sont prêtés à cet exercice. C'est un peu le début d'une initiative, mais on ne peut pas revendiquer de communiquer avec le grand public sans s'en donner les outils. Et ces épisodes de Covid ces 2 dernières années nous ont permis
de toucher un public un peu plus large sur le web pour faire connaître ces initiatives. Et j'encourage les lycées, les jeunes, parce que le salon d'agriculture, c'est une affaire de jeunes. Et je crois que le lycée de Lyon a un certain nombre de classes qui participent, notamment les élèves du lycée Camille Gaudard qui participent à fleurir le salon, à mettre des plantes vertes là-bas aussi. Donc voilà, ce genre de manifestation, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire des jeunes et c'est l'affaire de ceux qui encadrent les jeunes. Mais il faut donner envie de communiquer, prendre le risque de communiquer. On finit par être toujours gagnant si on est les premiers à le faire. En tout cas, merci pour votre accueil. Merci à tous les lycées d'Aquitaine et à tous les élèves qui travaillent en ce moment sur le site du salon qui ouvre demain matin. Et je vais nous souhaiter un excellent salon de l'agriculture. Et à tous les ruraux qui nous écoutent, eh bien, on vous attend là-bas aussi. Ouvrir les fermes, c'est très bien. On peut le faire un peu toute l'année. Aller à la rencontre des agriculteurs quand ils fêtent l'agriculture de la région, c'est un moment particulier qui mérite d'être partagé. En tout cas, merci à tous.